De Maxi Sport sur LTM Télévision, c'est bien la dernière édition du mois de mars 2016. Merci de nous accorder votre confiance. Ce soir, nous allons parler des sports qui marchent bien au Cameroun et naturellement la boxe dont les Camerounais seront présents du côté de Rio de Janeiro pour les Jeux Olympiques 2016. Un événement très attendu par l'ensemble des amoureux du sport à travers la planète. Et puis on aura également l'occasion de parler des activités du sport pour tous dans la région du littoral. On reviendra sur l'ascension du Mont Cameroun version amateur organisée par la Ligue régionale des sports pour tous du littoral. Voilà donc pour l'essentiel. Merci de nous accorder votre aimable attention ce soir. Installez-vous confortablement. Nous allons démarrer dans quelques secondes. Voilà, commençons par une note triste. Nous sommes bien évidemment dans l'univers du football pour parler de la disparition de ce footballeur international qui a quitté la scène. Il était bien évidemment néerlandais, on l'appelait Johan Cruyff. Il a donc quitté la scène jeudi dernier des suites d'une maladie. Nous allons donc vous permettre de suivre ce reporter qui nous en dit davantage. Le football mondial vient d'être frappé par le décès d'une légende qui avait marqué les esprits par son talent. Le néerlandais Johan Cruyff, affectueusement appelé le stratège, a été vaincu par un cancer du poumon qui a mis fin à sa vie le jeudi 24 mars 2016 à Barcelone en Espagne. Il avait alors 68 ans. Cette icône du football mondial qui a fait bouger les lignes sur le terrain, sur le banc de touche et dans les analyses était le chef d'orchestre d'Ajax d'Amsterdam, club avec lequel il est vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions à 3 reprises, à savoir en 1971, 1972 et 1973. En 1974, Johan Cruyff est malheureux finaliste de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas et est désigné meilleur joueur de la compétition. Mais en 1978, il n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde de football. Évoluant en milieu de terrain ou en attaque, Johan Cruyff est le premier joueur de football à remporter 3 fois le Ballon d'Or en 1971, 1973 et 1974. Il est élu deuxième meilleur joueur mondial du siècle et joueur en or de la FIFA en 2004. Son riche parcours de footballeur est caractérisé par un titre de champion des Pays-Bas entre 1984 et 1985 avec Ajax d'Amsterdam, club avec lequel il remporte 2 Coupes des Pays-Bas entre 85-86 et 86-87. Une Coupe des Pays-Bas en 86-87. Avec le FC Barcelone, Johan Cruyff est 4 fois champion d'Espagne, une fois vainqueur de la Coupe d'Espagne, une fois vainqueur de la Coupe des clubs champions, de la Coupe des coupes et de la Super Coupe d'Espagne. 3 fois, il a brandi avec le FC Barcelone la Super Coupe d'Espagne. Après sa carrière de footballeur, l'homme au dribble d'or devient entraîneur de football et dirige tour à tour l'Ajax d'Amsterdam entre 85 et 88, le FC Barcelone entre 88 et 96. Entre 2009 et 2013, il évolue avec l'équipe de la Catalogne en Espagne et il est à préciser qu'il a dirigé l'équipe de la FIFA en 1986. Ce brillant footballeur, né le 25 avril 1947 à Amsterdam, a mené un parcours bourré de titres et de distinctions avant sa mort le jeudi 24 mars 2016. Adieu, Johan Cruyff. Allez, on va maintenant parler de quelque chose un peu plus gai. C'est la qualification des boxeurs camerounais pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Au mois d'août prochain, les boxeurs camerounais vont donc représenter le Cameroun comme ils l'ont fait en 2008. On va également noter qu'à chaque expédition, le Cameroun est là. En 2012 également, les Camerounais étaient présents à travers la boxe et on aura l'occasion d'en parler. Mais pour l'instant, je vous invite à suivre ce reportage. La boxe camerounaise sera bel et bien présente aux prochains Jeux Olympiques de Rio de Janeiro au Brésil. Après le tournoi qualificatif organisé à Yaoundé, 3 boxeurs camerounais ont obtenu leur ticket de qualification. Il s'agit de Dieudonné Seyi Wilfried, Simplice Fochala et Ismaïla Mahman. Le bilan du Cameroun dans ce tournoi qualificatif n'est pas du tout mitigé. Nous avons été classés comme premier pays chez les hommes en termes de médailles et deuxième chez les dames. Donc nous avons eu 2 médailles d'or chez les hommes, les autres ont eu également une médaille d'or. Seules les médailles d'or ont été qualifiées chez les dames. Chez les hommes, il y avait la médaille d'or, la médaille d'argent
et une médaille de bronze qui s'est discutée entre les 2 demi-finalistes pour avoir la 3e place. Dans le classement général, nous avons eu le Maroc qui vient en tête avec 3 médailles d'or. Les dames et le Cameroun venaient 2e. Malgré la fuite des talents, les techniciens de la boxe camerounaise ne baissent pas les bras. Ils réussissent à produire des résultats avec les boxeurs du terroir. L'équipe nationale du Cameroun, après les dernières Olympiades, a perdu beaucoup de ses boxeurs qui ont pris la route des villes pour aller faire leur qualité dans les différents pays d'Europe. Donc nous avons perdu beaucoup de ces Olympiades, au moins une vingtaine de boxeurs de bon niveau. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons entretenir une équipe qui a pu se manifester assez honorablement pendant ces 4 années. Nous avons participé à plusieurs tournois. La participation du Cameroun à ces Jeux Olympiques nécessite des moyens et une bonne préparation. Je pense qu'avec le ministère des Sports et le comité olympique, nous allons maintenant planifier notre préparation pour la participation aux Jeux Olympiques qui aura lieu au mois de tout temps. Quand nous avons obtenu les médailles aux Jeux Olympiques, c'est que la préparation était longue et bon, en 84, il y a eu la préparation au Nigeria et ensuite en France. Environ 6 mois de préparation. Obtenir la médaille de bronze à l'Indongo-Banga. Et avant ce temps-là, ils ont eu près d'1 an de préparation, le groupe Joseph Bessara. Donc nous espérons au moins, il n'y a plus assez de temps, qu'on ait au moins 3 mois de préparation. Il faudrait une très bonne préparation pour entrer de Rio en espérant pour espérer gagner une médaille à Rio. Le tournoi pré-olympique de Yaoundé a connu la participation de 40 pays africains, dont 14 ont réussi à obtenir le ticket de qualification et 26 sont rentrés bredouilles. Voilà, qualification des boxeurs camerounais. Donc le drapeau vert-jaune flottera encore du côté du Brésil pour parler bien évidemment de l'exploit du Cameroun après ce tournoi pré-olympique organisé à Yaoundé. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le directeur technique national à la Fédération camerounaise de boxe, Jean-Paul Moniemo, l'un des grands artisans de la qualification des Lions de la boxe. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir Saphir. Alors c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Déjà on vous dit félicitations pour l'exploit réalisé à Yaoundé. Oh merci. Je dis à tous les téléspectateurs et à tous nos fanatiques, merci pour tous ceux qui sont venus nous supporter et qu'ils viennent désormais plus nombreux que par le passé. Alors j'ai envie de vous demander par quelle alchimie le Cameroun a réussi sa qualification pour ces Jeux Olympiques. Vous avez commencé par quoi? La préparation et bien d'autres. Qu'est-ce qui est entré en compte pour vous permettre de réaliser cet exploit à Yaoundé? Je vous dis que c'est un long cheminement parce que nous avons perdu, au cours de ces années, de ces Olympiades, nous avons perdu plus de la moitié, je veux dire même l'équipe entière de l'équipe nationale de boxe. Déjà, les qualifiés aux derniers Jeux Olympiques sont restés à Londres. Ensuite, au fil du temps, nous avons perdu tout le gros de notre équipe et on a dû reconstituer progressivement pendant 4 ans une nouvelle équipe. Ce n'est pas la grosse équipe qui a disparu, mais on a pu avoir quelque chose de solide pendant ce temps. Donc, avec les différents championnats de zone, le championnat d'Afrique et les Jeux africains, récemment, nous avons pu tirer des éléments importants qu'on a dû préparer durement, c'est-à-dire on les a amenés au Kazakhstan, dans le froid là-bas avec les meilleurs du monde. Au Kazakhstan, nous avons l'équipe championne du monde de 2015. Nous sommes allés dans leur camp de préparation et nous avons travaillé très dur. Nous avons participé également à leur championnat national et nous avons été champions. Je vous rappelle, on a eu CI qui a été champion du Kazakhstan dans les poids moyens. On a eu Fossala qui était vice-champion dans les 49 kilos. Nous avons eu le 1000 lourd et le lourd qui ont obtenu la médaille de bronze, c'est-à-dire des demi-finalistes. Donc l'équipe était assez solide. Nous avons eu une équipe assez costaude pour venir rencontrer les Africains chez nous pour lutter. Vous savez, maintenant, participer aux Jeux Olympiques est devenu très difficile. Se qualifier pour les Jeux Olympiques est devenu très difficile parce que les boxeurs professionnels reviennent maintenant chercher la qualification. Ça, c'est autorisé. Il y a des boxeurs qui font la WBS, c'est-à-dire que semi-professionnels, qui reviennent également chercher la qualification. Donc, les places sont très, très, très durement combattues. Maintenant, un boxeur, pour être qualifié dans sa catégorie, doit être parmi les 3 meilleurs Africains. Vous comprenez? Tout à fait. 3 meilleurs Africains. Il y a 30 places
Et vous avez vu le nombre de pays, 40 pays au rendez-vous. Seuls 14 ont pu obtenir leur ticket de qualification. Voilà. Alors, mais dites-nous maintenant, on a 3 boxeurs qualifiés. Ouais. Ce sont les meilleurs que le Cameroun dispose ou alors on n'a pas pu faire mieux dans les autres catégories? Du moins, on espère plus au vu des résultats des derniers Jeux africains. À savoir, Salif Ndjikam qui était médaillé d'argent au dernier jeu est passé à côté. Il s'est arrêté en demi-finale. Donc, ça, c'était l'une des premières déceptions du tournoi. Parce qu'avec lui, on pensait que quelles que soient les difficultés, on pouvait arriver à 4 médailles. Mais l'autre problème, c'est notre super lot qui, à la dernière minute, a vu les furons apparaître tout par sur son corps et il n'a pas pu participer à la compétition. Donc, ça nous a fait... Un mystère ou quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Et là, au dernier jour de préparation, il avait un peu de frais. Et le lendemain, les furons ont apparu partout et les médecins de la compétition ont jugé qu'il n'était pas apte à boxer. Donc ça nous a fait un boxeur de moins et de très bonne qualité, ce qui on comptait pour une autre qualification. Donc on n'avait pas une mauvaise équipe. Si 3 boxeurs déjà qualifiés, ça voulait dire que nous sommes parmi les premiers. Déjà, je vais vous dire, on était premier pays africain chez les hommes, avec 2 médailles d'or. Tout à fait. Donc, on était le seul pays à avoir 2 médailles d'or, à avoir fait chanter l'hymne 2 fois. Les autres pays pouvaient se qualifier soit en étant 3e, en étant 2e, mais premier, nous on était les seuls pays. Mais là, ils ont quand même plus de compétiteurs que le Cameroun, même si on a fait retentir l'hymne 2 fois. Est-ce que là, vous avez 3 boxeurs qui vont aux Jeux Olympiques, est-ce que vos chances de médaille ne sont pas réduites? Non, je vous rappelle aussi que nous, ayant 3 places de qualifiés, nous on était 3e équipe. Après, l'Algérie, 5 qualifiés. Le Maroc aussi, 4 qualifiés. Et le Maroc, s'est qualifié, c'est les 3 filles, c'est pratiquement chez les dames. Donc, ils ont un qualifié chez les hommes et 3 filles. Nous, on vient en 3e avec 3 hommes qualifiés. C'était la grosse équipe du tournoi. Donc, vous devez comprendre que malgré nos départs, le départ des boxeurs ici, les entraîneurs font du beau boulot dans les clubs pour qu'on puisse encore sortir quelque chose de bien, la substantielle moelle, comme on dit, pour amener au niveau. Comment dans un contexte où le championnat n'est véritablement pas établi chez nous au Cameroun, vous parvenez à faire ce genre de résultats? On peut parler d'une sorcellerie sportive, Jean-Paul Moyemo? Oui, je vais vous dire simplement que la boxe s'est faite par des passionnés. C'est ça qui est vraiment, vraiment le gros secret de la boxe au Cameroun. Parce que c'est des hommes qui ne s'attendent à rien, qui ne gagnent rien, qui se mettent tous les jours à entraîner ses enfants au quotidien, à aller ramasser les enfants de la rue, prendre ceux qui sont scolarisés, ainsi de suite, faire un mélange et sortir de là pendant des années. Ça ne se fait pas en un jour. Je veux vous parler particulièrement de mon école de boxe qui est au centre de jeunesse de Neubel depuis les années 90. Et vous savez, c'est une grosse cuvée, tous ces champions du monde qui sont partis de là. Donc, ailleurs aussi, j'ai quelques collègues qui le font à Yaoundé et un peu partout. On essaie de retirer de toutes ces écoles les meilleurs pour faire l'équipe nationale du Cameroun. Si on s'attendait à un championnat réel, non, on n'aurait rien. On n'aurait rien. C'est donc fait par des passionnés, des anciens boxeurs qui aiment la chose, mais ça ne va pas être continuellement comme ça. Nous, on va se fatiguer. Il faudrait bien avoir les gens à qui on va laisser la main. Mais ça, c'est ce qu'on ne trouve pas. Et il faut bien que l'État camerounais prenne ça au sérieux. Nous, on peut encore faire des pôles pour former ceux qui vont nous relayer avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Parce que là... J'ai envie de vous poser une question sur la boxe féminine qui n'est véritablement pas bien assise chez nous au Cameroun, mais on sait quand même que l'espoir du Cameroun dans ce tournoi pré-olympique était Yannick Azangué. Que s'est-il passé pour qu'elle passe à côté de la qualification? Oui, disons que vous voyez de l'extérieur, vous dites l'espoir était Yannick Azangué. Oui, mais nous, à l'intérieur, on savait qu'elle avait une chance. Yannick avait une chance, mais ce n'était pas les 100%. La 60 kilos, Christelle Dian était mieux partie pour se qualifier. Parce qu'elle, pratiquement, je peux crier sur les toits que son combat qui l'élimine a été truqué. Elle était championne dans cette catégorie. Vous n'avez pas revendiqué? Avant, à la réunion technique, on nous a dit qu'il n'y aura pas de revendication. Donc, ça ne sert à rien de vous plaindre. Le résultat, vous l'acceptez tel qu'il est.
Bon, avec le président de l'AIBA en place, personne ne pouvait se mêler dans cette gymnastique qui ne va pas aboutir. Donc, moi, je pense, Yannick a laissé passer sa chance. Elle a fait le plus dur, c'est-à-dire en battant la championne d'Afrique, la Nigériane, qui est médaille d'or, qui était aux Jeux africains, qui est régulière aux Jeux olympiques. Elle bat celle-là et elle va tomber devant la Marocaine. C'est pas acceptable. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Elle a fait le plus dur et le jour où on s'attend à ce qu'elle sorte de son... Elle a manqué de cran ce jour-là et ça a tout faussé. Donc, pour Yannick, je dis, on a fait un beau stage. Elle a eu des adversaires très solides au Kazakhstan, notamment la médaille de bronze au championnat du monde des 81 kilos. C'était son sparring régulier et ça devait l'amener à un très bon niveau. Elle était à un bon niveau, mais il lui a manqué le cran au dernier jour pour avoir ce qu'il fallait. Tout à fait. Alors, Jean-Paul Moyemo, le Cameroun a donc déqualifié pour les Jeux Olympiques en boxe. Alors maintenant, comment est-ce que vous préparez déjà cette compétition? Disons que nous avons, maintenant c'est tout à fait normal, une période de récupération et on va remonter progressivement avec des stages. Et j'aurais souhaité, pour ma part, comme je l'avais déjà dit au président, même avant qu'on ne prépare ce tournoi qualificatif, j'aurais souhaité pour ma part que le stage préparatif pour les JO se fasse avec également des boxeurs de bon niveau, c'est-à-dire au Cuba, et proche de Rio. Là, 2 mois de stage bien fait, avec des adversaires, des sparring solides, je peux vous rassurer qu'on ne va pas passer à côté de la médaille. On va attraper quelque chose avec ces 3 enfants. S'ils sont bien préparés, bien suivis, on ne va pas rentrer les mains vides. Je vous rappelle que tout le temps où nous sommes rentrés les mains vides, la préparation n'a jamais été celle qu'on pensait. C'est-à-dire que les gars sont qualifiés comme ça, ils vont rester chez eux et en moins de 3 semaines, on les appelle à Yaoundé. C'est pour préparer quoi? On ne prépare pas les Jeux Olympiques. La préparation commence maintenant. C'est maintenant là. Ils ont 2 ou 3 semaines de repos un peu avec la famille. On les reprend en main et on relance la machine jusqu'à Rio. Donc, en planifiant le travail dans les normes, on devait arriver à un bon pic avec des différentes compétitions, des petits tournois en passant entre-temps. Dans les camps d'entraînement, on pouvait arriver à un bon pic au niveau. Alors, nous avons quand même observé l'actualité au sein de la tanière des Lions de la boxe, mais il s'est dit qu'aujourd'hui, les primes des enfants ne sont pas encore payées. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Oui, en fait, en ce qui concerne les primes de participation, tout le monde connaît, les 400 000 ont été payés. Bon, maintenant, la prime de qualification, c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Tout le monde attend, on n'a pas encore de nouvelles, mais je pense que on était en stage avec le directeur de sport de haut niveau, M. Sango. Donc, il a promis aux enfants, vous ne devez pas vous distraire maintenant, vous ne devez pas prendre la fuite parce que des grosses primes vous attendent au pays si vous vous qualifiez. Donc, et par la suite, il nous a dit que les Lions du volley avaient eu une très bonne prime après leur qualification. Donc, les enfants en boxe devaient s'attendre au moins à avoir ce qu'ont eu les voleuses. J'espère qu'ils n'auront pas l'occasion à ces enfants de crier afin de recevoir leur prime à la fin. Parce qu'on sait comment ça se passe. Il faut toujours que les enfants crient après avoir rendu service à la nation. J'espère que ce discours n'est pas un discours fallacieux qui va amener ces enfants à s'endormir. Non, moi je pense que jusqu'à présent, l'État camerounais a toujours tenu à ses promesses. Et moi, je fais confiance. Nous sommes d'accord, mais il y a des gens qui verrouillent la machine quelque part. Non, ça c'est quand même... Le comité olympique est là pour s'assurer au moins que ce n'est pas un championnat d'Afrique, ce n'est pas un championnat... C'est quand même les Jeux olympiques. Et vous avez vu ce qui est arrivé aux basketteuses tout récemment. Il fallait que le chef de l'État débloque la situation. J'espère que les boxeurs ne vont pas vivre cela et qu'à la fin, il n'y aura pas de fuite de talent à Rio de Janeiro. Non, moi je pense pour cette fois à Rio de Janeiro. Et puis, ça dépend qui accompagne. Qu'est-ce qu'on a dit à ces enfants? Quel avenir ils ont? Ils espèrent avoir quoi? C'est tout ça qui fait que ces enfants, n'ayant aucune assurance, cherchent mieux ailleurs. Mais je pense qu'avec une bonne politique sportive, c'est-à-dire que l'insertion des athlètes de haut niveau après leur carrière, c'est ça qui inquiète les enfants. Parce que quand vous leur dites, les enfants ne fuient pas, ils vont vous montrer les aînés.
ils vont vous montrer leurs aînés qui ont fait 3 Jeux olympiques et qui sont des veilleurs de nuit. Ça fait pas les conditions de vie précaires au niveau du Cameroun donc ça amènent fait les pas enfants à plaisir. disparaître. Donc, ils veulent à tout prix avoir leur avenir, comme tout être humain. Merci. Merci Jean-Paul Monyemo, directeur technique national à la Fédération camerounaise de boxe, d'être venu nous édifier sur la qualification des Camerounais. Certainement, vous avez un dernier message avant de quitter ce plateau? Oui, de toute manière, le message ne peut être que adressé à nos dirigeants sportifs. En fait, comme je le disais tantôt, il faut qu'on pense à l'insertion de ces sportifs dans la société après leur carrière, surtout ces sportifs de haut niveau qui font beaucoup de sacrifices. Et je veux vous rappeler que ces compétitions, ces stages arrivent pendant la scolarité, pendant que leurs camarades sont à l'école. Donc, ils ont sacrifié quelque chose, ils ont sacrifié l'école pour être boxeurs, pour défendre les couleurs du Cameroun. Il faut donc qu'il y ait une compensation quelconque pour leur avenir. Et ça, il faut qu'on y pense. Il faut qu'on y pense. Bien, chères autorités sportives, le message est lancé. À vous d'agir. Merci Jean-Paul Monyemo d'être venu, directeur technique national de la Fédération camerounaise de boxe. On vous souhaite bonne préparation. On espère vous avoir quelques jours avant votre départ à Rio de Janeiro ou avant le stage qui sera organisé à vue de préparer nos enfants à cette compétition. Merci encore. Merci. Allez, on va rapidement rentrer dans les Jeux FENASCO 2016, dont la finale de la compétition se déroulait du côté de Bafoussam, à l'ouest du Cameroun. Le littoral a fait bonne figure dans cette compétition, comme nous le démontre ce reportage. Cérémonie de médailles pour le 100 mètres et Niège. Depuis le début des finales nationales des Jeux FENASCO à Bafoussam, la ville connaît une effervescence sans pareille. Plusieurs sites ont été retenus pour le logement des différentes délégations. Les aires de jeu choisies pour la circonstance grouillent de monde et c'est avec fierté que l'on apprécie les performances des athlètes. Au-delà de la compétition, les acteurs bénéficient d'un bon encadrement. Ils ont déjà des encadreurs qui sont très proches d'eux, qui dorment avec eux dans les dortoirs. Donc, en cas de situation difficile, ils vont prévenir notre médecin, le médecin de Dr Nguimatia, qui est le médecin de la région du littoral. Donc, au niveau de l'encadrement médical, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'encadrement sportif, je crois que ça a été fait depuis la rentrée de l'année dernière. Tous les soirs, déjà, je fais le point avec les encadreurs techniques comme hier soir. Ils nous font le point sur l'alimentation, ils nous font le point sur l'encadrement technique. Donc, jusqu'à hier soir, il n'y avait pas de problème particulier. Pour ces finales nationales FENASCO à Bafoussam, 9 disciplines sportives sont mises en valeur et les athlètes donnent le meilleur d'eux-mêmes pour glaner les médailles. Plus de 55 ont déjà été décernés, soit 18 en or, 19 en argent et 18 en bronze. La première phase de la remise des médailles a eu lieu au stade Omnisport de Bafoussam, choisi pour les épreuves d'athlétisme. Dans cette compétition, le littoral affiche fière allure avec des ambitions bien établies. L'ambition, le rêve, c'est d'être premier. Le bilan est satisfaisant. Avoir 2 médailles d'or après 2 journées, je peux dire que je suis satisfaite. Vous savez, aujourd'hui, le classement est olympique, donc aux médailles d'or. Au niveau des sports collectifs, les enfants ont des armes. C'est un sport, au niveau des sports individuels, j'allais dire, excusez-moi, les enfants ont des armes. C'est un sport collectif que ça traîne un tout petit peu le pas, mais comme une médaille de foot est égale à une médaille de 100 mètres, on n'a pas trop d'inquiétude. On a fait beaucoup d'efforts à notre niveau par rapport à l'année dernière. Je parle de l'amélioration de la qualité et puis au niveau même de la jeunesse des enfants. Nous, on était très rigoureux au niveau de la morphologie déjà dans le littoral. Ce qui fait qu'on a eu très peu de problèmes dans la morphologie. Donc, les enfants qu'on a ramenés du littoral sont des enfants performants. Personne n'a été, du moins quelques-uns, c'est vrai, ils ont eu des petits soucis de morphologie. Mais dans l'ensemble, je dis, la délégation du littoral se porte bien. J'ai fait la discipline du CF, j'ai fait le 100 mètres féminin. Donc je suis fière, je suis émue de pouvoir au moins avoir la médaille d'or dans une compétition comme celle-ci. Avec les 10 régions, c'est pas facile. Je remercie le Seigneur. Au sujet des cas de fraude observés, le littoral est loin d'être concerné. Je dirais qu'on est suffisamment épargné et il y a des rares cas. Je dis un cas sur 15 dans une délégation, ce n'est pas alarmant. Nous avons fait beaucoup d'efforts au niveau de la sélection du littoral, c'est-à-dire lors des Jeux régionaux, pour que nous ne tombions pas dans le même
dans la même situation que l'année dernière. Donc ça s'est amélioré. On a très peu de cas de tricherie en termes de morphologie. Les Jeux FENASCO A se poursuivent normalement à Bafoussam où aucun incident n'est encore enregistré. Tout se déroule dans un esprit de fair play, de tolérance et surtout du respect de l'adversaire. Du sport pour tous de la région du littoral qui ont bien voulu répondre à notre invitation ce soir dans le cadre de Makisport. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Abel Ngounou qui est vice-président de la Ligue régionale des sports pour tous du littoral. Monsieur Abel, bonsoir. Bonsoir Xavier. Vous portez bien? Très bien. Le sport pour tous se porte bien également? Et le sport pour vous êtes sûr? Le sport pour tous va bien. Qu'est-ce qui vous le fait dire, monsieur le vice-président? Le sport pour tous aujourd'hui a été se porte très bien dans le littoral, d'autant plus que les clubs aujourd'hui organisent des événements dans le littoral, amènent la population à pratiquer du sport. Et qu'est-ce que la Ligue fait elle-même si ce sont les clubs qui doivent organiser? Puisque aujourd'hui la Ligue coordonne. D'accord. Les ligues vous aurez l'occasion d'entrer dans les détails tout à l'heure, le temps que j'introduis sur ce plateau monsieur Emmanuel Tenadjan, qui est encadreur des sports pour tous dans la région du littoral, qui a bien voulu répondre à notre invitation. Je suis peut-être certain qu'il aura un avis différent de celui d'Abel Ngounou. Monsieur Emmanuel Tenadjan, bonsoir. Bonsoir Saphir. Je ne dirais pas que vous avez une langue vipérine, mais on vous connaît pour votre franc-parler. Certainement que vous allez nous édifier sur l'évolution des activités des sports pour tous dans le littoral. Je ferai de mon mieux, Saphir. Alors, vous pensez que ça marche bien dans le littoral? Ça dépend, mais il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Vous en parlerez? On en parlera. Avec des précisions? Avec des précisions. Voilà, avant donc d'y arriver, je voudrais préciser que la Ligue des sports pour tous du littoral a organisé tout récemment la 20e édition de l'Ascension du Mont Cameroun version amateur, une compétition ou alors un événement qui a drainé pas mal de personnes du côté du Char de Dieu. Il était donc question d'aller découvrir, n'est-ce pas, ce que la nature a offert au Cameroun. Je vais vous proposer d'écouter quelques réactions des acteurs qui étaient présents à cet événement. Nous sommes aujourd'hui à la 20e édition de la découverte du Char de Dieu. Découverte parce qu'en fait, c'est l'ascension, mais la version est une version des amateurs. Donc nous associons à la fois une randonnée à du sport. C'est ça également sport pour tous. Donc aujourd'hui, par rapport à l'organisation, vraiment ça a très bien commencé. Parce que tout se passe très bien. Depuis le début, il y a 3 mois, ce que je dis, tout se passe très bien. Nous tenons à remercier vraiment le commandant de BIM qui nous reçoit chaque année depuis presque 20 ans pour la thierry qu'il a mise en place aujourd'hui pour la sécurité et pour le bon sens de l'événement. C'est un plaisir sans cesse renouvelé de me prononcer au sujet de cette tournée qui porte à la fois sur un aspect ludique, mais aussi une formule d'évaluation presque sommative. C'est-à-dire qu'après une année, on a bien envie de trouver une certaine difficulté, une sorte d'émulation compétitive, mais en restant dans les réalités du sport pour tous, qui veulent qu'on travaille tenant compte des paramètres, notamment l'âge, et puis les antécédents pathologiques, dans le souci ultime d'améliorer le capital santé à l'effet d'accroître les rendements socio-professionnels. Nous croyons que cette fois-ci, il y a une coïncidence heureuse qui a voulu que les militaires de la base rapprochée soient également de la partie parce que une de leurs organisations s'y prêtait. Donc, en ce qui me concerne, je vais simplement dire que je suis bénéficiaire, ou alors je suis en train d'éprouver les impressions de satisfaction parce qu'une fois de plus, le pari a été tenu et je pense que le président de la Ligue régionale du littoral et son équipe ont une fois de plus travaillé. Notre caution technique veut que ce travail soit appréciable, apprécié à juste titre.
Moi, c'est bien, président du comité d'organisation de l'ascension du Mont Cameroun version amateur. Et cette année, on a trouvé qu'il y a un grand changement parce qu'il y a eu vraiment de l'affluence. Nous sommes à près de 2000 personnes, les gens sont sortis de partout dans le monde. Ça veut dire que ce que nous faisons là, le tourisme que nous faisons pour la découverte du Mont Cameroun version amateur, ça prend vraiment de l'ampleur dans le monde entier. Et vous voyez, comme nous sommes là, on a fait une semaine, on ne peut pas dormir parce qu'il fallait essayer des gens, il faut identifier les gens. Et ce matin, on a eu un peu de petites difficultés parce qu'il y a des gens qui viennent, veulent traverser sans se faire identifier. Mais grâce à la force, grâce à nos vaillants soldats, avec le colonel qui a vraiment mis les gens pour que l'ordre règne. Vous savez, nous passons un moment très difficile au Cameroun pour l'insécurité. Alors on doit identifier tous ceux qui prennent la route du monde. Vous avez les expatriés qui sont partout dans le monde, ils doivent se sentir en sécurité. Voilà, c'était donc les acteurs qui étaient présents à l'ascension du Mont Cameroun version amateur organisée par la Ligue des sports pour tous du littoral. Alors, Emmanuel, pardon, j'allais dire, Abel Longonou, que peut-on retenir des activités de la Ligue des sports pour tous du littoral? Vous parliez tantôt des clubs qui organisent, on se demandait bien à quoi c'est la Ligue et que fait-elle exactement? La Ligue régionale du sport pour tous du littoral, vous avez vu organiser la découverte du Char de Dieu. Ça, c'est effectivement la 20e année. Mais il y a des choses qui, effectivement, cette année ont évolué. Vous avez vu, tout le monde a été identifié. Tout le monde a été effectivement identifié. Donc, ce n'est pas que les clubs organisent. Non, nous le faisons ensemble avec les clubs. Nous le faisons ensemble avec les clubs et avec les autres ligues. Donc, vous voyez que tous les sportifs ont été identifiés. Et il y avait la sécurité. C'est des éléments qui entrent en compte quant à l'organisation de l'activité. Maintenant, pour ce qui est de la région littorale, oui. Qu'est-ce que vous avez concrètement fait? Vous avez une Olympiade qui s'achève déjà. Prenons ne serait-ce que 2015 qui est terminée, 2016 qui démarre. Alors, qu'est-ce que la Ligue des sports pour tous fait exactement? 2015. Effectivement, qui s'est terminé. Vous avez vu la fin de la saison sportive qui s'est terminée. Nous avons organisé cette fois-ci dans le Vouri. Vous avez vu tous les acteurs du sport et du sport pour tous en particulier dans les rues. Effectivement, au mois de novembre passé, nous avons fait une très grande marche pour marquer notre fin de saison. Mais avant ça, nous étions dans le Mongo, nous étions effectivement dans la Salanga maritime. Nous avons organisé la marche Bongo Edea qui a tenu beaucoup de monde. Et vous citez des localités dans lesquelles le sport pour tous ne vit véritablement pas. Vous avez cité par exemple la Salanga maritime, vous avez cité le Mongo. Vous avez oublié l'ONCAM, par exemple? Nous n'avons pas oublié l'ONCAM. Dans le Mongo, qui vous dit que le sport pour tous ne vit pas dans le Mongo? Qu'est-ce qui est fait? Moi, personnellement, j'ai assisté à des marches sportives dans le Mongo. Moi, personnellement, j'ai assisté à des marches sportives dans le Mongo. Moi, j'ai assisté dans effectivement, oui, mais l'ONCAM, effectivement, au moment où les gars allaient là-bas, j'étais empêché. Je parle des cas où je suis allé, effectivement. Et en plus de ça, nous sommes tout le temps en relation avec ces présidents de ligue. Mais ces présidents qui ne sont pas dans leur localité, voilà pourquoi il y a cette activité pas dense dans leur localité. On prend le cas d'une camp par exemple. On a des présidents qui vivent beaucoup plus dans le Vouri, région du littoral, et qui ne sont pas présents dans leur localité. Comment expliquer tout cela? Est-ce que ce n'est pas la cause, n'est-ce pas, de l'échec des sports pour tous dans certaines localités du pays? Effectivement, ça c'est un aspect, mais il faudra aussi effectivement tenir compte qu'au moment où ils prenaient les rênes, il était installé de ce côté, mais après les activités l'ont amené plutôt dans le Vouri. Donc effectivement, nous devons il y a un relais, monsieur Abengono, il y a un relais. Il y a des gens pour assumer la continuité. Mais est-ce que nous devons laisser la région pour aller intervenir dans les choses de la Ligue départementale? Vous devez frapper des points sur la table pour recadrer, monsieur le Président. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Nous encourageons tout le monde
tous ceux qui aiment le sport, et le sport pour tous en particulier, de se rapprocher auprès de la Ligue régionale de sport ça pour c'est tous. compris. Alors on va donner la parole à Emmanuel Tenadjan, qui est encadreur des sports pour tous et qui suit l'actualité de la discipline. Alors, vous étiez engagé dans cette ligue. Aujourd'hui, vous semblez ne plus être en harmonie avec la Ligue des sports pour tous du littoral. Sûrement qu'il y aurait des problèmes que vous aimeriez toucher sur ce plateau ce soir. Merci Saphir de me donner l'occasion de dire ce que je pense de la Ligue régionale des sports pour tous, pour le littoral. Effectivement, j'étais un acteur très actif de la Ligue régionale des sports pour tous. Ben, certains agissements, certains comportements m'ont pratiquement amené à rester un tout petit peu à l'écart. Je suis pour le moment en observation, malgré les conseils et tout. Bon, rien ne change, mais je crois qu'il va falloir un jour ou l'autre que j'y retourne et puis que je donne de ma modeste contribution pour vraiment booster les activités de la Ligue. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à cette Ligue qui, à sa manière, organise ses activités? Il y a trop de problèmes à la Ligue. Première chose, les improvisations. Ils n'ont aucun calendrier des activités. Sur le terrain, ils n'anticipent pas les événements. Ils vont plutôt vers les événements organisés par les clubs, ainsi de suite. Ils font de la récupération. De la récupération en quelque sorte, c'est ce que je voulais dire. Donc la Ligue, elle récupère. Il y a également la formation des encadreurs, qui est un point vraiment qui est un point essentiel. Vous savez, avec la charte des sports, il y a vraiment un regard qu'on doit mettre sur la formation des encadreurs. Il y a l'occupation rationnelle du terrain aussi. La Ligue n'occupe pas le terrain. Ils se contentent peut-être de quelques départements ou alors de quelques centres et puis bon, ils focalisent leur activité, récupèrent les activités à ce niveau et puis faisant grand boucan et puis bon, voilà c'est tout. Et voilà en quelque sorte quelques problèmes répertoriés. Il y en a des multiples. Alors pour être clair, c'est une ligue qui ne travaille pas et qui fait du folklore. Je dirais cela à la limite. Je dirais cela à la limite, si je suis vraiment poli. Mais vous avez suivi tout à l'heure Abel Ngounou qui parle quand même des mouvements dans certaines localités. Vous croyez en cela? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aborder ces différentes localités, même si vous n'êtes plus très impliqué dans les activités? De manière concrète, je n'y crois pas. Vous l'avez vu hésiter également lorsqu'il fallait en parler. De manière concrète, je n'y crois pas. Déjà, je crois que la Ligue doit baser ses activités sur un calendrier préétabli. Les ligues départementales, les ligues ainsi de suite, les autres ligues, ils doivent calquer leur calendrier par rapport au calendrier de la Ligue régionale. Est-ce que la Ligue régionale a un calendrier? Je ne sais pas. Voilà, qui est bien dit par Emmanuel Tenadjan. Alors, Abel Ngounou, vous êtes interpellé, on vous accuse pas mal de mots, vous improvisez, vous n'avez pas de calendrier, il y a un problème de formation des encadreurs qui se posent, et vous faites de la récupération, et bien d'autres choses vous sont reprochées quant à vos activités. Vous êtes d'accord avec cela? C'est une très grosse surprise, ce qui fait que effectivement, il ne suit pas les activités de la Ligue régionale. Déjà, pour chaque début de saison, toutes les ligues déposent leur programme d'activité à la Ligue régionale de sport. Toutes les ligues, ce qui fait qu'ils se trompent peut-être. Et vous voyez, les ligues départementales calquent effectivement leur programme sur le nôtre. Alors, s'il faut revenir tout simplement sur les programmes que nous menons uniquement dans le Vouri, uniquement dans le Vouri. Il y a l'organisation du premier festival de sport pour tous. Monsieur n'a jamais vu, qui a drainé du monde, où LTM a couvert.
toutes les chaînes ont couvert cela. Il n'a jamais vu. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le sport. Aujourd'hui, on organise, il y a des stages d'encadreurs de sport pour tous. Hein? Aujourd'hui, on compte plus de 200 encadreurs de sport pour tous que nous avons formés aujourd'hui dans le littoral. Alors, plus de 200 encadreurs de sport pour tous. Or, quand il suit que nous ne formons pas les gens, il suit très surpris. Je pense que cette population, la population du littoral, elle-même doit être très surprise de ce que Monsieur Tenaja on dit que vous faites de la récupération. Vous nous ne faisons votre compte. Quels sont les événements que vous avez particulièrement organisés sur la base de votre calendrier? Nous ne faisons pas de la récupération. Le programme d'activité est déposé en début d'année à la Ligue régionale, oui. À la délégation. Oui. Oui. Auquel, pour toutes ces activités, monsieur le délégué envoie des gens coordonner cela. Alors, vos activités pendant le cadre 2015 ont démarré à quelle période? Se sont achevées à quel moment? Avec quelle articulation, par exemple? On démarré effectivement en décembre. Oui. C'est de décembre en novembre. Décembre 2015, vous voulez dire? Non, décembre 2014. 2014. Oui. Novembre 2015. 2015. Oui. Avec des articulations bien précises. Oui. Alors pour 2016 maintenant? Pour 2016, effectivement, nous avons tout de même démarré en décembre. Oui. Et vous poursuivez le calendrier? On poursuit le calendrier. Avec qu'est-ce qu'il y a dans le calendrier en fait? Aujourd'hui, après le Mont Cameroun, effectivement, ce qui suit, c'est la marche Bongo-Edea. Long de plus de 30 km. D'accord. Alors, Emmanuel Tenadjan, le vice-président estime que vous êtes déconnecté des activités de la Ligue et n'est pas très d'accord avec ce que vous dites. Bon, être déconnecté de la Ligue, je ne pense pas. Même en étant à l'écart, je suis à la minute des activités de la Ligue. J'aimerais bien que le vice-président, ici présent, nous donne au moins 2 activités qui vont se passer dans les jours à venir. C'est ça que j'appelle un calendrier, par exemple. Il s'agit, moi je continue à appeler ça de la récupération. Parce qu'il y a un club organise peut-être son activité et fait par la Ligue, en grande pompe et autres, la Ligue arrive et puis récupère les activités, ainsi de suite. Et puis les activités de la Ligue ne se limitent pas uniquement aux marches, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la formation, il y a le suivi des clubs. Vous avez des clubs de gym partout dans les villes ici qui ne sont même pas suivis. On ne sait même pas, on ne connaît pas la qualité des encadreurs dans ces clubs-là. Je crois que la Ligue devait un peu plus se pencher là-dessus parce qu'on travaille sur les êtres humains. En tant que vice-président et en même temps encadreur dans l'arrondissement de la 3e, vous interpellez aussi à ce niveau parce qu'on a du doute quant à la qualité des encadreurs. Aujourd'hui, je vous assure, dans le littoral, peut-être M. Tenadjan n'est pas au courant, les encadreurs de sport pour tous ont même un matricule. Ils ont même des badges. Mais tout le monde peut avoir un badge. Tout le monde ne peut pas avoir un badge. Il ne suffit pas d'avoir des badges. Les critères, c'est quoi exactement pour avoir tout cela? Exact. Il faut être formé. Il y a des formations de catégorie en catégorie. Il y en a ceux qui viennent de commencer. On reçoit tout le monde, on les forme, on les initie. Hein? Comment prendre les sportifs en charge? On peut réagir s'il y a un point qui ne vous semble pas correct, monsieur. Aujourd'hui, prenant le cas tout simplement de Paul. Puisque aujourd'hui, dans la ville de Douala, je vais vous dire, dans la ville de Douala, on a même organisé un pôle. Et il ne sait pas, c'est pas arrondissement. Il y a le pôle de Bonabéry, il y a le pôle de Douala 2e. Il y en a. Il y a des responsables de ces pôles auxquels nous faisons des réunions ensemble pour savoir quels sont les problèmes, qu'est-ce qui ne va pas. On le fait très régulièrement. Peut-être il n'est pas au courant. Et c'est pour ça que les gens nous disent, il est resté déconnecté de la chose réelle du sport pour tous dans le littoral.
Je regrette. Alors, je pense plutôt que mon frère, s'il a des choses qu'il pense pour l'évolution du sport pour tous dans le littoral, je l'invite tout simplement à la réunion, qu'ils viennent ensemble, nous allons regarder. Bon, déjà parlant même des réunions, vous savez combien de fois ils tiennent les réunions? Une fois tous les 3 mois. Ouais. Voilà les réunions de la Ligue régionale des sports pour tous. Vous confirmez, monsieur? Ça veut dire pratiquement, il peut me démentir s'il veut. Et il peut apporter des preuves de vos déclarations. Ouais. Bon, et non seulement cela. On ne s'arrête pas tout simplement. Le programme de formation, c'est quoi? Depuis que je suis parti de la Ligue, le programme c'est pratiquement la même chose. Les gens sont pratiquement fatigués d'avoir tout le temps les mêmes formations. Il faut des modules. Après tel module, on passe à tel autre module. Voilà ce qui sanctionne, par exemple, le diplôme ou bien, je ne sais pas, ce qui sanctionne la fin de tel ou tel module. Je ne vois pas cela à la Ligue. On fait les mêmes formations pour peut-être un diplôme de plus. Sincèrement, il va falloir que la Ligue, ce n'est pas pour faire de la langue de bois, mais je me dis qu'il faut que la Ligue se penche sur le problème de formation des encadreurs, parce que ça fait tout un problème dans la ville de Douala particulièrement. Vous irez dans les centres de formation, vous allez trouver des gens faire des exercices inappropriés. On travaille sur le matériel humain. Il manque le suivi de la Ligue du littoral. Sincèrement, on travaille sur le matériel humain. Il faut un certain professionnalisme lorsqu'on travaille sur le matériel humain. Ce n'est pas une pièce détachée qu'on ira trouver peut-être au camp Yabassi. On n'ira pas ramasser peut-être un bras ou bien je ne sais pas quoi au camp Yabassi, ainsi de suite. Et dès qu'un accident est arrivé, parfois c'est irréversible. Ouais. Alors, Abel, vous avez écoutez, il s'était surpris, à me faire même rire. L'homme qui hier tenait effectivement la direction technique régionale du littoral était même mieux placé pour parler de domaine technique plus que moi. Parce qu'aujourd'hui, quand nous demandons, et c'est justement de ça que nous demandons une formation, nous écrivons à la fédération ou que la fédération valide, non, contacte le directeur technique national qui a des modules en fonction de ce que nous voulons. Qui a des modules, il y a des nouveaux qu'on reçoit, il y en a qui passent à l'échelon supérieur. Alors, concrètement, donc, je suis surpris aujourd'hui. Je suis surpris parce qu'aujourd'hui, pour la formation, ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est la fédération avec l'appui de la direction technique nationale qui vient faire la formation partout où besoin. Et l'estime qu'il n'y a pas d'évolution, vous êtes resté vous n'avez pas évolué dans les modules, vous êtes resté Comment nous n'avons pas évolué? Puisque les mêmes, est-ce que vous pouvez, vous en tant que technicien, vous allez faire la même formation 2 fois par an? La même chose, c'est possible, même module, je vous assure aujourd'hui, les diplômes. J'aimerais, sans vous couper la parole, on a des animateurs. Suivez-moi. Aujourd'hui, on a des animateurs. Que le vice-président régional, qu'il parle avec des chiffres. Nous avons formé tel nombre en telle année, ainsi de suite. Voilà le module de formation, ainsi de suite. Le module de formation en 2013, c'était ceci. Le module de formation en 2014, c'était ceci. Les participants, c'était tel... Alors, à votre époque, vous avez formé combien d'encadreurs? Bon, à notre époque, quand j'étais entraîneur régional de la Ligue du Littoral, j'ai fait des stages de formation. Je crois que nous avons fait pratiquement 5, si mes souvenirs sont exacts. Je crois que nous avons fait 5. Et au fur et à mesure,
on changeait quand même de module. Lorsqu'un encadreur passait d'un module à un autre, il sentait quand même qu'il y a une évolution. Mais lorsque je reprends les modules de formation, c'est pratiquement les mêmes modules que nous avions à l'époque. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas évolution à ce niveau. Il faudrait tout simplement, sans faire vraiment de la langue de bois, il faudrait que la Ligue se pose les questions. Et puis, cherche des modules qui puissent intéresser. La preuve, c'est que les encadreurs même, ils se plaignent. Tous les jours, la même chose. C'est ce qu'ils disent. Tous les jours, la même chose. Et c'est pour ça que vous voyez d'ailleurs que l'effectif même au niveau de la formation baisse. L'effectif au niveau de la formation baisse considérablement et progressivement. Vous semblez avoir blessé Abel au bon endroit, parce que là, je le vois crier. Vous voulez réagir rapidement pour qu'on évolue avec le Mont Cameroun, rapidement? Oui, effectivement. Je suis très surpris parce que ouais, la direction technique nationale met des modules en fonction de la formation de ceux qu'on aura sur le terrain. Bon, je suis surpris qu'ils le disent qu'aujourd'hui, ce n'est pas la Ligue régionale qui fait des modules, c'est la direction technique nationale. Je pense que ça c'est déjà entendu. Je pense qu'aujourd'hui, quand il y a moins de il y a moins d'encadreurs formés. Allez-y sur le terrain aujourd'hui. Vous allez voir combien d'encadreurs ont été formés. La dernière. Ils sont combien exactement? Aujourd'hui, dans la ville, seulement dans la ville de Douala. Oui. Nous sommes dans le littoral. Oui. Prenons le Vouri, dans le département dans lequel vous évoluez. Oui, si c'est dans le Vouri. La dernière formation, on a eu près de 120 personnes. 120 personnes. Plus de 120 personnes qui sont venues se former. D'accord. Donc il y avait les nouveaux, parce qu'ils étaient plus de 70. Vous êtes quand même d'accord qu'il y a des problèmes au sein de la Ligue et qui décourage beaucoup de pratiquants de sport pour tous, au niveau de l'administration, au niveau sur le plan technique même, on se rend compte qu'il y a, selon les déclarations de Emmanuel Tenadjan, beaucoup se retirent parce que la politique n'est pas bonne. Sur le plan technique, je suis surpris, il y a un entraîneur régional qui est sur place et qui aujourd'hui, je vous assure, qui aujourd'hui, à ce que je vois, il fait les tours dans des sites, dans des départements. Alors, je vous dirais que dans mon quartier, qui est même plus proche de la Ligue, je dirais plus proche des services de la Ligue, ils ne connaissent même pas qui est encadreur de la Ligue régionale de sport pour tous. Encore moins le bureau régional ou alors le bureau départemental. Ou les encadreurs qui sont appelés à travailler pour la localité. Pour les encadreurs qui sont appelés. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas. Il y a un travail de sensibilisation qu'il faut faire à la base. Il y a un problème. Dans quelle localité? Ben, il faut chercher à savoir. Vous êtes dans quelle localité? Vous connaissez l'Orbesouk, par exemple? Oui. Vous y êtes passé? Oui, plusieurs fois. Comment s'appelle? Donnez-moi le nom des deux encadreurs là-bas. En fait, il y a un responsable d'arrondissement. Il y a un responsable d'arrondissement de ce côté-là, Maître Mort. Oui, il y a un responsable d'arrondissement de ce côté-là, Maître Mort, qui supervise, auquel nous sommes en réunion tout le temps. Ben, le nom devait être au moins dans le fichier de la Ligue, que le président devait certainement connaître. Je n'ai pas la liste ici. Je n'ai pas la liste ici. On va rapidement, avant de sortir, parler de l'ascension du Mont Cameroun version amateur. Monsieur vice-président, il y en a qui estiment que vous gagnez beaucoup dans cette opération et vous n'aidez pas les autres à émerger. C'est une affaire de groupe, de clans. Qu'en est-il exactement? Je ne sais pas. Est-ce que pour je ne sais pas, le Mont Cameroun, comme vous voyez, les gens viennent pour une découverte. Mais je suis surpris qu'on dit nous gagnons de l'argent. Ça veut dire. C'est ce que les gens disent, c'est pas nous. Oui, suivez. De votre ligue et partout d'ailleurs. Suivez, puisque ça c'est une activité de la ligue. Ça veut dire que tout ce que nous faisons dans la ligue donne de l'argent. Mais nous sommes très surpris. Il y a beaucoup qui viennent dans la ligue. Ils pensent que dans la ligue, effectivement, il y a de l'argent, mais ils sont très surpris qu'au fur et à mesure, nous sommes là parce que nous aimons le sport. Voilà pourquoi nous restons là-bas. D'accord, en gros, il n'y a rien. L'ascension de Mont Cameroun, c'est tout simplement
une découverte que vous organisez. Et derrière cela, il n'y a rien du tout. C'est ce que vous voulez dire, en fait, M. Abel Gounou. D'accord. Alors, Manuel Tenadjan, vous avez sûrement votre mot à dire là-dessus. Ça dénote une fois de plus que la Ligue ne travaille pas. S'il n'y a pas de l'argent, c'est un aveu d'échec. Parce que cette ligue régionale est dans la capitale économique du Cameroun, devrait fonctionner à 100%. Ça voudrait dire une fois de plus qu'il faudrait qu'il revoie la politique. Parce que j'entends par ligue régionale, ligue de sport pour tous. Vous savez, le sport pour tous, c'est tout ce qui est en dehors des compétitions, ainsi de suite. Et ça intéresse, la base est très grande. Ça intéresse vraiment, je dirais, les 85% des Camerounais, voire même les 90%. S'il n'y a rien dans les caisses de la Ligue, c'est un aveu d'échec. Ça voudrait dire qu'il faudrait que la Ligue revoie sa politique, et même sur le plan national. Parce que la Fédération camerounaise de sport pour tous, elle devrait être, sinon la première fédération, même avant la Fédération camerounaise de football. Elle devrait chapeauter même la Fédération camerounaise de football. Parce que c'est là qu'on retrouve la majorité des Camerounais. Les 90% des Camerounais se retrouveront certainement dans cette ligue si cette ligue avait une bonne politique de récupération. Dans les sports, comment dirais-je, en entreprise, on les retrouve. Et à 80%, les Camerounais ont besoin des activités physiques et tout et tout. Ils doivent se retrouver non seulement dans les parcours Vita, mais également dans la Fédération camerounaise de sport pour tous. C'est un aveu d'échec. Oui, en fait, ce que M. Tenadjan dit, vraiment, c'est vrai, il faut qu'on continue à travailler. Vous avez échoué quand même. Nous n'avons pas échoué, mais nous sommes... proche de l'échec. Nous ne sommes pas proches de l'échec, nous sommes dans un processus. Qui va aboutir à quoi? Au succès Nous avons commencé par faire intéresser le sport à la population. Ça fait 20 ans que vous faites l'ascension. Dommage. Écoutez, 20 ans. La Fédération camerounaise de sport pour tous. Vous êtes dans les processus? En 99. Oui, mais ça fait 20 ans, si je m'en tiens aux déclarations, si je m'en tiens aux éditions qui sont organisées. Vous êtes dans la 20e édition. Si vous êtes encore dans le processus aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un problème à la base. Il faut déjà intéresser, il faut déjà amener la population à pratiquer le sport. Combien d'années faudrait-il? Quand ils seront intéressés, vraiment intéressés, en quelle année? Ensemble maintenant les sponsors. Puisque aujourd'hui on trouve beaucoup de sponsors. Les aspects, mais est-ce que vous avez réussi? Si le pari de l'Assemblée avait été un succès, je suis certain que vous aurez sans hésitation, ces sponsors dont vous faites allusion, mais il se trouve que quelque part, la sensibilisation n'est pas bien faite à la base, M. Abel Gounou. Je pense qu'effectivement, LTM plusieurs fois nous a retrouvés sur le terrain auquel, dans nos mouvements sportifs, nous avons des centaines de personnes. Oui, vraiment, il y a des gens qui viennent, donc il faut les amener. Vous savez, la population, le Camerounais, j'avoue que le plus souvent, ces marches sont organisées par le Parcours Vita et la Ligue est récupérée par la Ligue. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Et qu'est-ce que vous dites? Vraiment, écoutez, je pense que quand ils disent cela, même les encadreurs de sport pour tous qui sont sur le terrain, je pense que si un jour vous faites un pas de ce côté, ils vous diront le concret. Parce que la Ligue fait tout et tout pour les réunir et organise des mouvements. Dernière déclaration, on va sortir de cette élection. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Alors, quel est le message fort que vous adressez aux pratiquants de sport pour tous? Est-ce que vous promettez que l'Olympiade qui s'achève vous permettra de briguer un prochain mandat? Chers sportifs du littoral, je pense qu'aujourd'hui, la Fédération camerounaise de sport pour tous aujourd'hui est en train de mettre sur pied les licences. Les licences, effectivement, qui vous permettront de participer à tous les mouvements organisés par la Fédération camerounaise de sport pour tous. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que vraiment, il n'y a pas de l'argent là. Oui, dans le sport pour faire fonctionner. Il faut que nous-mêmes, les sportifs, que nous commençons à faire quelque chose pour que l'organe, le sport pour tout, qui fait entretenir notre organisme,
puissent avoir les moyens de vivre. Merci. Alors, Emmanuel Tenadjan, vous bouclez. J'aimerais tout simplement interpeller non seulement les dirigeants de la Ligue, mais les dirigeants de la fédération aussi, pour plus de responsabilité. Il ne s'agit pas de prendre des postes à la Ligue ou bien à la fédération juste pour remplir sa carte de visite, mais il faut effectivement travailler sur le terrain. Si ce travail avait été fait, je crois qu'il y a longtemps que la Fédération camerounaise de sport pour tous aura déjà supplanté la Fédération camerounaise de football. Est-ce que vous n'avez rien contre la FECAFOOT? Je n'ai rien contre la FECAFOOT. D'accord. Je suis membre de la Fédération camerounaise de sport pour tous. Ouais. Mon objectif et mon idéal également serait que cette ligue reprenne vraiment la place qu'elle mérite. Vous pensez Parce que ces membres seront reconduits pour la prochaine Olympiade? Je ne suis pas devin. Ben, s'ils montrent un peu plus, si les élections sont vraiment ce que je pense, bien organisées, je pense qu'il y aura des sanctions. Vous serez candidat? Vous serez candidat quelque part? Ma candidature, je ne crois pas, parce que je ne pense pas que les conditions sont réunies pour que je puisse... Vous voulez pas secouer le président Emo quelque part? Secouer, je le secoue déjà assez pour qu'il puisse travailler. Votre candidature peut le mettre davantage au travail. Bon, pour le moment, je ne pense pas encore à une candidature. D'accord. Merci d'être venu. Abel, je crois qu'on va boucler avec plaisir ce numéro de Makisport. Oui. Je vous espère que vous avez donné le meilleur de vous-même dans cette édition. On espère vous retrouver dans d'autres éditions pour développer d'autres faits d'actualité au sein des sports pour tous, parce que ça commence à bouger de ce côté-là. Merci à vous. Merci Emmanuel Tenadjan d'être venu également. On vous souhaite bien des choses et on va dire merci à toute l'équipe de production de ce numéro de Makisport reçu LTM Télévision. Richard Bique assurait bien évidemment la réalisation. Christian Tonfou était derrière les caméras. Je vous retrouve lundi prochain avec le même plaisir sur LTM Télévision pour notre numéro de Makisport. Sportivement vôtre. Bonsoir.